que une institution ou bailleur au pays qui a financé des activités pour la réponse au Covid, il faut nous au courant parce que le financement ça faut aligner avec le plan de guerre. Nous mettons tout acteurs ensemble pour gagner tout le plan de guerre qui est bon et nous aligner tout le monde autour des priorités de notre parti. Prestation de services, structure de soins. Si nous n'avons pas de soins disponibles, nous tomber ou bien nous malades, qui s'en a parlé. Deuxième bagarre, c'était mobilisation communautaire et changement de comportement. Troisième bagarre, c'est les laboratoires, la surveillance épidémiologique. Et quatrième bagarre, c'est logistique et chaîne d'approvisionnement. Comme vous connaissez, nous avons un site dans tout le pays, il faut une logistique pour distribution, pour support personnel, etc. Bon côté par le Dr. William Pape, co-président de la commission, a expliqué si la population mettait en application principe tant pour masse, confinement, lavage des mains, entre autres, seulement 36% capables victimes. Dans le cas où la population fait fi de conseil sanitaire, plus passé 86% capables frapper de maladies pendant le cité une étude Université Oxford. C'est extrêmement important parce que vous qui faites projection pour nous, yo disons si nous suivons les messages de prévention, même si ça 50% suivi, ça permet de réduire les gens qui vont mourir de 2/3. Donc ça, son activité qui a commencé jeudi. L'autre bagage là qui va l'aider dans pour sauver vie, c'est mettre en place des centres de traitement. Donc ça, tout, étudier, nous avons tous besoin de centres de traitement. Et centres de traitement, sur qui ça nous allons insister sur lui, c'est oxygène. Ça veut dire que ça assure que toute patiente va recevoir capable de jouer l'oxygène parce que si on joue, nous sommes certains que nous avons sauvé vie. Dans ce qui concerne la population qui est toujours en colère, dans la zone où on mettait centre d'isolement, la commission a recommandé pour accentuer la sensibilisation et demander aux médias pour encourager plus dans ce sens. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel. Pendant ce temps, Timachan dans Pétionville trouvé dans un chiripit, dans un conflit avec la mairie de Pétionville. Mais il a confirmé 3 jours marché pendant que ils ont arrêté à exiger pour tout le monde dans Pétionville Potémas. Sinon, la justice a passé à l'action. Un reportage Florence Lisney, début Port-au-Prince. Mouvement Timachan yo dans Pétionville jeudi 23 avril passé a semblé pas brainer autorité municipale yo qui yo même rete ten face sous décision yo te prend yo pendant yo essayer justifier yon l'autre fois bien fondé yo. Décision 3 jours en fonction de urgence et ça cap développer là décision 3 jours yo maintenu. Pas de sous yo et 3 jours de marché Pétionville qui c'est mardi, jeudi, samedi et l'heure c'est 6h du matin pour 2h dans l'après-midi. Premier magistrat commune Dominique Saint-Roch annoncé même renforcement mesisa yo et qui touche non seulement marchand yo mais tout le monde qui a fréquenté Pétionville. Thomas li selon arrêté obligatoire. Obligatoire donc tout le monde qui a fonctionné en dans ville là faut bon masse ou bien un mouchoir qui après test que le fait li ouais que effectivement qu'a protéger qui boucher orifice li nez avec bouche. Rimezi qui pas suspend fait parler en pile. On va utiliser le peuple non problème pour faire campagne. Comment va ça? Machan yo témoigné conséquences yo gen sous fonctionnement business yo. M'achète un sac charbon pour $600. Travailler pour tel pour moi pour $25. Depuis là yo dit pour tout le monde être là caillou. Même les achète un sac charbon fait 3-4 jours dans mon li pas vendre parce que moun être là caillou que va venir dans marché. Même gens ak l'autre monde qui vivent de Machan yo. Et parce que me Machan jeune bœuf, Machan jeune cabrit là et pour ça mon là ka moi mon faut chaque fois jeune. Parce que me connais mon blème vinn côté là toujours mon cop marché moi je mal là ka. Mais problème grand tout venir Milan vinn côté là, je mon cop marché moi je mal là ka. Yo voyez là si là ka, faut pas le faire là. Fois gen l'autre qui estime mes yo bon et c'est peut-être parce que n'importe gens ça y yo pas frappé trop. 3 jours, nous-mêmes, nous avons vendu pour cacher mon choix. Et ça fait, nous venons vendre, nous ne pouvons pas de problème pour ça. L'autre citoyen qui juge c'est bien pour mes yeux prend, mais il est nécessaire
pour un accompagnement pour la population. Mais d'accord, mais il faut que nous ne pas oublier tout, c'est pas tout le monde qui a des possibilités comme de priorité la caillou. En tout cas, accompagnement ou pas, citoyen Pétionville gen garantie sous yon bagay. Si vous pas respecter mes isayo, il y a subi conséquences là. Même si puis gros conséquences là, c'est attraper virus là. Donc tout ça qui doit respecter et que arrêter en prévoit que un monde a refusé de respecter lui, ou a une amende qui a sorti de 10 000 à 25 000 gouttes. 2. Ou a un emprisonnement qui varie entre 5 jours et 15 jours. Florence Lisney Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Mes amis, c'est pas une blague. Pandémie coronavirus, là, c'est pas une blague. Nous entendons combien de monde que l'a tué à travers le monde, principalement aux États-Unis et dans le pays d'Haïti tout. Eh bien, il y a des gens qui ont mouru d'ailleurs. Le ministère de la Santé publique et de la Population publié un nouveau calendrier dans le pays. Donc, mes amis, prenez précaution, attention pas capon, mettez corps, veillez corps. Veillez corps, attention pas capon, grand monde pas jouer ou sous la Voix de l'Amérique. Nous peut mettre depuis Belleville dans l'État Maryland. Nous prenons dans province pas trop loin capitale là parce que nous prenons aller dans zone sud, dans zone côtière. Nous prenons parler de ambiance plagio. Eh bien, c'est crise sanitaire qui a un gros impact sur moun sa yo k'ap mener activité dans zone côtière qui trouve dans partie sud, dans sortie sud et pays d'Haïti, mais sortie sud capitale là. Machado Vilme te font visite dans zone là. Ambiance pas même gens avant la plage qui pas exoté dans la trier décision autorité au prendre dans cadre gestion crise pandémie coronavirus là. Bon, année passée on gagne n'importe en pile activité journée l'école qu'on a depuis quelqu'un pas qu'à faire l'école, on a fait journée l'école pas gain ça encore. Bah deux phases. Problème maladie et puis problème l'autre côté pas qu'à traverser qui fait pas gain monde. Bah on a deux phases là. Et mais bon, quand il n'a pas d'activité dans son plage qui il va gagner fresh up. Il va gagner musique, il va gagner. Il va gagner chaleur. Avant, on marchait très bien. Avant, on marchait très bien. Tu prends plus dans la main là, tu as plein de monde qui a enjoy mais qu'on y a là. Cause maladie et puis tout pour matin sans bail problème, bicentenaire, bon, mon peut traverser, ça fait que ouais plage pas faire comme du tout. Bon, si tout plage pas non, pas l'autre plage, mais pas faire comme du tout. Moi même pas d'abord mentir, ouais l'autre bois là dans l'autre plage ami là, c'est l'âme d'apied. Là c'est tellement monde t'a venu planifier journée. Ouais ça me résout. C'est nous t'a bail monde planifier journée, t'a venu faire tout ça on va faire et puis c'est comme ça. Bon, j'aurais à regarder là. Ouais, on nous gagne monde venir mais quelqu'un qui vient pas loin sorti. Ouais, et pas loin. Parce que souvent nous gagne 2 graines monde 3 graines nous pas gagne 20 monde. Nous même nous jeunes là, c'est parce que si nous quitter la ferme, nous mettons cadre dans nous fermer. Après 8 jours, quand on est venu à brûler, et puis on va nous zone. Après 2 semaines, nous fermons tout le bail, pas bon. Et dimanche, nous avons ouvert la police, c'est passé de nous fermer, nous obligés de fermer. On a là en fonction, là, nous fermons là. Nous avons qui le bail, là, nous ne pouvons pas connaître. Parce que bloqué, nous, le 1er mai, là, tu vas arriver dans le 1er mai, c'est bon pour nous. Mais tout le monde a tout le bail bloqué là. Porte plage qui était fermé, pas de conséquences seulement sur si là qui était qu'on a habitude prend rendez-vous avec la mer. Mais tout phénomène n'a un impact sur quelques familles qui te convivent grâce à l'ambiance dans la plage. Il y a 8 petits monde. Beaucoup de l'ambiance va vendre parce que pas gain activité dans la plage pour l'ambiance à vendre, moi pour mener monnaie. Voilà. Ah pas grand fait parce que on est pas monde qui putain. Pour venir après ou pas carrément nous. Nous obligé cacher tout monde cacher qu'on a dans le pays. Bon, dans les monde pas prendre la rue bagaille. Ah. C'est et là dans ma travail moi-même. Si me t'a dit pour pas fonctionner même côté manger petite mais là madame côté oyer. Et là bien le travail job m'a fait. Mais moi regarder me 4 petits. Toute l'école. Me fait taper un pile comme l'école pour eux. Bon, pas grand monde qui dit tout le monde descend. Mon côté m'a défendre moi, il fermer. Qui ça me ga fait? Coronavirus vient craser ça plus. Pays local là, mon yo pas de circuler. Mais affaire coronavirus vient craser ça plus, vient encore la police a vient fermer plage. Tant que nous même nous déca jeune de grand monde tout pour plage ça, nous obligé pas ka jeûner. À cause la police a fermé, mon yo tout, yo pas ouvert. Propriétaire pas ouvert. Nous obligé nous pas ka vendre.
N'a pas rappelé, selon Coordination nationale sécurité alimentaire, sorti février pour arriver mois de mars 2021, panier la mangeaille augmenté de 4%. Ça qui fait yon famille 5 moun a besoin 1960 goudes pour monter chaudière pendant période crise sanitaire. Massia Dovine de Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Et qu'on a retourné dans quelle capitale là, côté en prélude à commémoration Journée internationale du travail là, qui c'est pour demain vendredi 1er mai. Et bien, il y a plusieurs centrales, organisations syndicales, tant que CTSP, CTH, CNOA, avec Bataille Ouvrier, qui demandaient l'État haïtien pour descendre prix gaz là, parce que prix gaz là, lui même tout, lui baissé sous marché international. Syndicaliste Dominique Saint-Éloi a parlé. Nous voulons pour équipe ça faire dialogue social tourner un plus bons outils pour joindre une réponse à quelques problèmes et puis renforcer institution nous demander avec l'état haïtien pour descendre gaz là qui monter tête nèg sous marché là. Journée jodi a nous ka constater gaz là descendre plavater au niveau international. Journée jodi a l'état haïtien kembe peuple haïtien dans marché noir et gaz la descend dans tout pays net et gen pays c'est renversé gaz a presque renversé à terre donc je ne dis l'état haïtien fait mes gel li kembe nous dans régime boudi ça veut dire gaz là li monter prix kay li monter prix course machine li monter prix produit pour nécessité nous demander avec l'état haïtien faut gaz la descend dans objectif pour population, moun quartier populaire, ouvrier usine factory, paysans, ti marchand pour yo capable aller souffle avec marché noir, cap de pas fini avec société haïtienne. Et n'a dit comme ça que ti salaire misère, ti salaire crabe, salaire tuberculose, ouvrier usine factory a touché. Li descend vit avec dollar américain qui montait qui valait good là. Parce que l'an premier temps mois dernier, année passée, si ça les tuberculose 500 gouttes que Jovenel Moïse t'es ajusté pour bailler ouvrier, il était $5.13. Je dis à lui descendre $4.90. Ça veut dire, ouvrier a perdu 23 centimes dans salaire misère au t'a touché. Pendant ça, l'État haïtien vient faire manger sous question gaz là. Si gaz a descend, prix produit pour nécessité a descendre. Prix course machine a descendre. Prix caille a descendre, prix rad a descendre. Les sociétés, masse exploitée, yo pral aller souffle et c'est pour raison ça nous demandons avec toute société en général, tout secteur porter coller, mettez tête ensemble. Nan jour pral vini là pour Covid-19 là pas faire oublier revendiquer droit nous. Syndicaliste Dominique Saint-Éloi. Avant de rentrer dans la rubrique spéciale programme, nous t'arrêtons 2 points. D'abord, c'est 10e sommet finance et 5e édition FinTech dans le pays d'Haïti. Je dis c'est 3e journée. C'est un bel programme, un programme qui a un rapport avec l'économie et l'État. Bon, que vous continuez à suivre le programme ça sur les réseaux sociaux et vous capable ouais plusieurs intervenants cap parler et cap aborder plusieurs questions qui ont un rapport avec l'économie dans le pays d'Haïti, avec tout on approche sur le monde. Et puis l'autre point, c'est incident ça, que confrère nous, journaliste dans Radio-Télévision Caraïbe, n'a parlé de Georges Emmanuel Allen, qui lui-même était dans une altercation avec les policiers qui t'a battu, d'après toute information qui arrivait joindre nous, et information fait connaître que journaliste a porté plainte par devant la justice dans pile monde qui déplorait et situation qui déplorait cas notamment et secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis lui-même tout lui dit même en tant que citoyen il pas d'accord avec ça et lui-même conseiller pour Georges Allen lui-même il portait plainte devant la justice il y a un dossier que n'a suivre pour si gagner nouveau développement qu'on y a tant qu'on nous te promettre nous n'a pas entré dans rubrique spéciale programme là et aujourd'hui on a accueilli un acteur haïtien de renommée internationale, n'a parlé de Jimmy Jean-Louis. Mais Jimmy Jean-Louis nous connaît que il était en quarantaine finalement et Jimmy Jean-Louis passait toute étape sauf dans l'isolement. Jimmy Jean-Louis était en quarantaine en Égypte et qu'on y a dans confinement dans Hollywood et Jimmy Jean-Louis jodi a dit nous qui j'en a géré confinement, qui j'en a géré période pandémie coronavirus. Donc Jimmy Jean-Louis c'est invité nous dans la rubrique spéciale programme.
nom c'est Jimmy Jean-Louis et actuellement moi Hollywood côté que m'a passé confinement pas moi la caille moi avec madame moi Timon moi yo continue à l'école mais yo fait cours par internet donc c'est une situation qui différent qui difficile qui est historique aussi parce que c'est la première fois quand même que le monde entier arrêté côté que pas gain fonctionnement économique, tout le monde, tout pays bloqué. Donc voilà. Moi, de côté pas, moi, c'est joindre une certaine routine quand même dans la vie de tous les jours pour que je sois capable de traverser ces moments difficiles. Ça mais c'est fait, c'est que au bon matin, c'est au maximum de lecture, au maximum d'informations, que ce soit nouvelles, que ce soit lecture de scénarios, de films ou autres. Et puis aussi, moi toujours un petit moment pour moi faire une demi-heure, soit 1 heure de marche, soit exercice physique, qui est très important. Et puis, ça me t'a dit à tout Haïtien, à tout compatriote, il faut nous prendre COVID-19 là au sérieux, parce que c'est une maladie dévastatrice. Personnellement, moi, j'ai un peu des amis qui mourent de ça, aussi bien en étranger, en Europe qu'à New York. Donc, voilà, prends ça au sérieux, suivre précaution, laver mes nous, porter masque, si nous avons pour nous déplacer, nous, pas faire déplacement inutile, parce que c'est comme ça seulement qu'on est capable d'empêcher que Corona vienne propager dans tout le pays. Donc, voilà. Et puis aussi, à tout corps médical dans le monde entier, gros bravo, y compris mon qui travaille en Haïti. Et puis, d'un point de vue personnel, big up à grand-sœur, Marie-Michel, qui travaille aussi dans l'hôpital à Miami, côté que est obligé de travailler tous les jours et ce travail très très important que tout corps médical lui a fait en ce moment. Donc, big up à tout le monde ça. Voilà, donc j'espère que tout le monde continue de traverser ces moments difficiles ça avec beaucoup d'espoir. Et puis, là, de l'autre côté du corona. OK? Merci Jimmy. Acteur Hollywood Jimmy Jean-Louis, tu es parlé avec nous depuis Hollywood, ici aux États-Unis. Et nous propose, on va nous parler de coronavirus aux États-Unis et à l'étranger. Jean-Robert Philippe Desjardins à Hattsville, État Maryland. La Voix de l'Amérique peut mettre depuis Beltsville dans l'État Maryland, tant qu'on nous t'a annoncé, tant qu'on nous t'a promis, nous qu'on a nous pour retrouver Jean-Robert Philippe depuis Hattsville dans l'État Maryland pour parler de coronavirus aux États-Unis et à l'étranger. D'abord, on a dit que le conflit entre États-Unis avec la Chine continuait sur question virus là. Président Donald Trump passait à l'action côté que mandé service renseignement américain pour dénicher en Chine laboratoire qui est responsable coronavirus là. Jean-Robert Philippe. We're coming up with a very distinct recommendation, but we're not happy with it. We're not happy with it. Président Donald Trump qui dit qu'il n'est pas content avec la Chine, mandé agence renseignement américain pour chercher origine coronavirus là en Chine. Look, we still haven't gained access. The world hasn't gained access to the WIV, the Virology Institute there. Secrétaire d'État américain Mark Pompeo dit que la communauté internationale doit mener enquête. Ces diplomatie américain dit États-Unis qui sauté sur le laboratoire qui fait recherche en Chine sur une série de pathogènes contagieux avec un niveau de sécurité inconnu. Un département d'État a ajouté que la communauté internationale n'a pas accès avec l'Institut Virologie chinois, non plus tout n'est pas connaît précisément l'origine du virus là. The data shows that remdesivir has a clear-cut, significant positive effect in diminishing the time to recover. De l'autre côté, Dr. Anthony Fauci, directeur de l'Institut national de maladies infectieuses avec allergie, parlait de un médicament miracle pour patients qui sont infectés avec le coronavirus. D'après les spécialistes, les patients qui consomment les médicaments remdesivir rétablit à 31% plus rapide que les patients qui consomment un médicament placebo. Donc 11 jours comparé avec 15 jours. C'est un résultat qui a un paquet de signification pour les spécialistes là, qui t'a parlé avec journalistes dans la Maison Blanche. Étude clinique là faite sur patients aux États-Unis, en Europe, avec en Asie. L'agence Food and Drug Administration dit qu'il a négocié avec compagnie
pour médicaments remdesivir là capable disponible sans perdre du temps pour patients qui sont infectés avec coronavirus là en attendant qu'il y ait un vaccin qui est disponible. Une décision président Donald Trump dit il est supporté. Le journal médical de Lancet publié une autre étude qui est faite en Chine et qui montrait patients qui étaient utilisés médicaments remdesivir là, eh bien conditions n'ont pas amélioré ou bientôt il pas diminué présence pathogène dans le système sanguin patient. Compagnie qui fabrique médicaments a déclaré résultat étude ça yo pas conclusive peut-être étude là t'est campé trois bonheur. Déclaration ça a fait dans moment restriction sous distance physique président Donald Trump mettait en place là a expiré jeudi 30 avril là. Président Trump dit c'est état yo connaît là qui va décider qui jour il a pour commencer activité yo. État Floride fixe reprise d'activité yo pour lundi 4 mai 2021 excepté dans 3 arrondissements. Gouverneur Ron DeSantis qui a rencontré le président Donald Trump mardi 28 avril là pas de mettre de l'eau dans bouche pour lui critiquer médias yo, il dit qu'il était déclaré état Floride pour le même genre avec état New York ou bien Italie. Activité a commencé dans l'état Georgie. Responsable pour mettre pour respecter distance physique entre deux mondes, désinfecter côté activité à dérouler et décision ça il prend malgré quantité de monde qui est virus affecté a augmenté dans l'état. Dans le jour qui passe, il y a des manifestations dans plusieurs États contre restrictions chita la Kaila pour être capable de retourner au travail. Le gouverneur de New York, là, Andrew Cuomo, dit que l'activité à reprendre graduellement. Dans chaque étape, la prend un temps pour observer si choix est bon avant de franchir une autre étape. Utilisation militaire pour renforcer mise en quarantaine pour éviter la propagation de COVID-19 là, dans quelques pays africains qui est sauté pour ne pas déboucher sous conflit. Your mission is mission save lives. You are required to go out and save Ça va the longtemps, le lives. président sud-africain Cyril Ramaphosa a passé l'ordre pour déployer 73 000 soldats pour renforcer l'autre chita la Kaila. Le président a déclaré aux soldats, mission nous, c'est pour sauver la vie 57 millions sud-africains. Le gouvernement sénégalais a abordé par l'annoncer activité scolaire à reprendre graduellement à partir de 2 juin. L'autorité de la santé dit qu'il y a 882 cas COVID-19 pour 375 personnes qui guérit avec 9 personnes seulement qui mourent. L'autorité a imposé une série de restrictions sur la population pour éviter la propagation du virus là. Bolivie a annoncé la commencer à soulager les restrictions à partir du 11 mai. D'après le président provisoire, soulagement a fait région par région. Plus passer 3 259 000 personnes infectées avec le virus sur la planète là, plus passer 229 000 parmi eux mourir. Environ un tiers parmi les gens à vivre aux États-Unis, qui lui-même dépassé 1 066 000 personnes qui ont le virus là, pour plus passer 61 700 personnes qui mourent. L'Espagne est classé deuxième des États-Unis avec plus passer 239 600 cas pour plus passer 24 500 morts. Italie, la France et la Grande-Bretagne compléter les 5 pays qu'on a vu ça plus affectés sur la planète là. En attendant, commentaire continue à faire sur l'efficacité médicaments remdesivir là qui semble porter espoir pour patients qui souffrent avec le coronavirus là. Depuis Hyattsville, dans l'État Maryland, moi c'est Jean-Robert Philippe, la Voix d'Amérique. Merci Jean-Robert Philippe et nous t'avons ajouté que avec 3 800 000 personnes qui fait remplir forme pour assistance dans le département travail, eh ben chiffre là qu'on y a gagné 30 300 000 personnes qui au chômage aux États-Unis à cause de la pandémie coronavirus là. Et n'a signalé que les États-Unis déjà dépassé bar 1 million de personnes qui infectés et qu'on y a dépassé 61 000 personnes qui mourent dans le coronavirus. Mes amis, c'est là qu'on a pété fin dans le programme. C'est un plaisir. Comme d'habitude, pour nous te servir, nous saluons Jean-Robert Philippe depuis Hyattsville qui t'est présenté pour nous coronavirus aux États-Unis et à l'étranger. Appui technique, Arthur Jean-Pierre depuis Silver Spring dans l'État Maryland. Et nous saluons tous Serge Rodriguez pour concours que le bail dans le programme depuis Belleville dans l'État Maryland. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Et comme d'habitude, je ne peux pas aller sans me pas dire nous. Mes amis, prenez précaution, attention, pas capon, pas sortir sans nous, pas besoin. Protéger tête nous, protéger moun nous remet. Encore comme ça, nous capables ralentir propagation pandémie coronavirus là aux États-Unis, dans n'importe qui côté et surtout dans le pays d'Haïti, côté que nous avons pile monde cap suivi. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Georges Allen, notre ancien collaborateur qui travaille actuellement à Radio Caraïbe, a été victime de brutalité policière mardi soir à Delma 33, près de l'hôpital La Paix.
des voix s'élèvent pour condamner l'agression dont a été victime le journaliste Georges Allen. Le gouvernement, l'Office de protection du citoyen, les patrons de médias et des associations de journalistes ont exprimé leur indignation. La police en général et certains policiers en particulier font la une de la presse depuis quelque temps. L'agression dont a été victime notre ancien collègue Georges Allen hier, c'est peut-être un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Nous avons avec nous ce soir monsieur Renan Edouville, protecteur du citoyen en Haïti, qui va nous donner la position de l'Office de protection du citoyen sur la situation de la police en général et sur l'agression contre Georges Allen en particulier. Bonsoir monsieur Edouville. Bonsoir. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, nous avons une position de principe sur l'incident qui s'est produit hier dans la soirée du 28 avril 2020. Au niveau de l'OPC, en tant qu'institution nationale de protection et de promotion des droits humains, qui est censé le porte-parole de la population en matière des droits humains. Donc nous voulons condamner et nous condamnons de fait, et ceci sans réserve, les agressions verbales, les agressions physiques exercées par une dizaine de policiers selon les informations disponibles sur le journaliste Georges Emmanuel Allen, qui travaille actuellement à Radio Télé-Caraïbes. Cette situation, elle est inacceptable dans la mesure, première considération, le journaliste s'est identifié en tant que journaliste et il s'est fait le devoir de présenter une carte d'autorisation délivrée par le ministère de la Communication. Ce qui, en principe, il ne devrait pas le faire parce que, de façon générale, au regard des droits de l'homme, il ne revient pas au ministère de la Communication de délivrer de cadre d'autorisation aux journalistes, même en période de confinement, parce que là, nous ne sommes pas en période de guerre. Donc nous condamnons sans réserve cette agression, et c'est pourquoi que nous demandons, nous avons déjà adressé une plainte formelle à l'inspection générale de la police, pour que, au niveau de l'inspection générale de la police, on puisse diligenter dans le meilleur délai une enquête aux fins d'identifier les auteurs, les policiers fautifs de cette atteinte à l'intégrité morale, psychologique de ce confrère journaliste. Voilà, maintenant, pour être tout à fait complet, il faut préciser que Georges Allen rentrait chez lui après l'heure du couvre-feu, mais dans la mesure où il sortait de son métier, il est en train d'exercer son métier de journaliste, qu'il s'est, comme vous l'avez dit, dûment identifié, qu'il a donné les raisons de ce dépassement de l'heure, qu'il a présenté cette carte, qu'il avait pris la peine d'aller chercher. En principe, ça aurait dû se terminer à la seconde où, ayant vérifié et le permis de conduire et les papiers et l'autorisation, ça aurait dû se terminer par « merci monsieur, voilà vos papiers et rentrez bien chez vous ». Tout à fait, mais vous allez comprendre avec moi et aussi pour les téléspectateurs de la chaîne 52, il y a effectivement une mauvaise stratégie au niveau de l'équipe gouvernementale. D'un côté, c'est le ministère de la Communication qui a distribué cette carte, qui délivre cette carte d'autorisation, et le journaliste s'est fait le devoir d'obtenir cette carte d'autorisation, ce qui en principe, on ne devrait pas le faire, parce que, comme je le dis tantôt, il ne revient pas au ministère de la Communication de délivrer de cartes d'autorisation à des journalistes, mais le journaliste Allen a accepté de le faire, et de notre côté, c'est ce même gouvernement au niveau des autorités gouvernementales, à travers la police, à travers la justice, de façon générale, parce que la police est sous la coupe du ministère de la Justice, eh bien, ce sont les policiers qui ont déclaré, et ceci de façon désemparée, que cette carte n'est pas valable pour eux. Donc, nous autres, nous estimons qu'il y a de la légèreté dans cette question. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait une plus grande planification et stratégique en période de confinement, parce que d'un côté, parfois, il y a le ministère de la Santé publique qui demande à la population
de rester à la maison, de respecter le confinement. Et de notre côté, on voit au niveau de la justice, on voit au niveau de la police, du ministère de la Justice de façon générale, eh bien des gens qui nous disent à la population de laisser la zone, de laisser les lieux, de laisser leur maison. Donc là, on est en pleine contradiction au niveau de cette équipe gouvernementale. Mais une petite précision, Monsieur Edouville. Quel est le ministère qui aurait dû délivrer cette autorisation? Le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur? Non, c'est inacceptable. On ne délivre pas de cadre d'autorisation à des confrères journalistes. Ça, c'est pas seulement le protecteur qui le dit, mais c'est aussi le journaliste René Edouville. Donc, démocratiquement parlant, au regard des principes fondamentaux des droits de l'homme, au regard du principe de la liberté de la presse, donc un journaliste, il doit tout simplement présenter sa carte d'identification aux médias où il appartient. Donc si le journaliste travaille dans un média légalement reconnu, eh bien cette carte de presse est valable pour le journaliste pour qu'il puisse exercer son métier, faire son travail et même au-delà de 8 heures de temps. Parce que comprenez bien, en cette période de confinement, il y a beaucoup de problèmes sociaux. Il y a les enfants des rues, il y a les travailleuses de sexe. Il y a beaucoup de problèmes sur lesquels les journalistes pourraient quand même recueillir des informations au fait de faire des reportages. Donc nous autres, nous estimons que c'est le moment opportun pour que les associations de presse, les associations de journalistes rejettent d'un revers de la main cette affaire de carte d'autorisation délivrée par le ministère de la Communication parce que ceci va à l'encontre des principes universels, des principes fondamentaux en matière de liberté de la presse. Voilà, donc si je vous comprends bien, la carte de presse se suffit à elle-même. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Dans votre note publiée aujourd'hui, je vois aussi que vous vous montrez très préoccupé par le silence de l'inspection générale de la police. Qu'est-ce que vous attendez de l'inspection générale de la police? Est-ce que vous estimez qu'ils doivent eux aussi condamner les agissements de ces policiers, après enquête, bien entendu? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? On doit se le rappeler que l'inspection générale de la police, c'est une entité, c'est la police de la police. La police des polices. Nous estimons que l'inspection générale de la police ne doit pas rester indifférente par rapport à ce qui est arrivé hier dans la soirée du 28 avril. Et c'est pourquoi que nous avons adressé déjà une correspondance à l'inspection générale de la police pour demander une enquête dans le meilleur délai. Et au niveau de l'OPC, en tant qu'institution de protection et de promotion des droits humains, nous sommes prêts aussi à accompagner le journaliste, le confrère journaliste Georges Allen, pour qu'il puisse obtenir justice et réparation des torts qui lui ont été infligés hier. Bon, ben écoutez, Monsieur Edouville, je crois qu'on a fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaiteriez ajouter? Bon, on espère que en cette période de confinement, face à la pandémie du coronavirus, que les autorités s'accrochent aux principes fondamentaux en matière des droits de l'homme, notamment les droits pour les catégories les plus vulnérables, les professionnels, les journalistes, les professionnels de la santé, les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, etc. Eh bien, merci infiniment, Monsieur Renan Edouville. Merci de nous avoir accordé cette interview. Vous élevez fermement contre le traitement qui a été réservé à notre confrère Georges Allen et vous attendez que l'inspection générale de la police fasse son travail. Merci infiniment et bonne fin de journée. Merci beaucoup et bonne soirée. Voilà. C'était donc Monsieur Renan Edouville, protecteur du citoyen en Haïti, qui parlait de la note que l'Office de protection du citoyen a sortie suite à l'agression de Georges Allen. La police nationale d'Haïti a des effectifs nettement insuffisants. Elle est sous-payée quand elle est payée, est sous-équipée et en même temps elle est surexploitée. Mais cela suffit-il pour justifier le comportement de certains d'entre eux? Déjà, l'Office de protection du citoyen a sorti une note
dans laquelle elle condamne l'ensemble des agressions policières en général et en particulier celle dont a été victime notre confrère Georges Allen. Pour en parler ce soir, nous avons avec nous M. Guilherme C. Delva, secrétaire général de SOS Journalistes. Bonsoir, M. Delva. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs et tous les auditeurs de Radio Métropole. Bien, alors, quelle est l'opinion, votre opinion personnelle? Ce ne sont pas les auditeurs, ce sont les téléspectatrices et téléspectateurs. Alors, M. Delva, quelle est votre opinion personnelle et celle de SOS Journalistes sur l'affaire de Georges Allen? Bon, d'abord, nous condamnons de manière très énergique ce qui s'est passé du côté de Delma 33. Le journaliste revenait de son travail, il se rendait chez lui. Et arrivé à Delma 33, il a été stoppé par une patrouille policière. Et il a expliqué qu'il est journaliste, qu'il revenait de son travail et qu'il voulait entrer chez lui. Donc le policier a insisté pour lui dire que, bon, est-ce que vous êtes au courant que vous avez violé le couvre-feu mis en place par le gouvernement? Il a dit, mais il est journaliste, il rentre chez lui. Donc, avec l'insistance du policier, il a exhibé le laissez-passer délivré par le ministère de la Communication. Alors, c'est un laissez-passer que nous contestons, que nous rejetons, parce que le journaliste n'a pas besoin de laissez-passer ni d'autorisation du gouvernement pour circuler, pour faire son travail. Sur ce point-là, vous dites exactement la même chose que M. Renan Edouville. Il n'y a pas d'autorisation à donner à un journaliste. La carte de journaliste se suffit à elle-même. Tout à fait. Et parce que la Constitution est très claire là-dessus. Article 28-1 de la Constitution, le journaliste exerce sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation ni censure, sauf en cas de guerre. Est-ce que nous sommes en guerre contre un pays, je ne sais pas, contre la République dominicaine ou les États-Unis ou la France, je ne sais pas moi. Il faudrait que le gouvernement nous dise est-ce que le président de la République a déclaré la guerre à un pays X ou Y? Et nous, journalistes, à ce moment-là, nous serions très prêts à nous courber aux injonctions du gouvernement, parce que le gouvernement, selon la Constitution, aurait à ce moment-là le droit de restreindre la liberté de la presse. Et ça, on comprendrait. Mais quand vous dites que vous avez décrété un état d'urgence, ça se comprend. Il y a une loi pour ça. Il n'y a pas de problème. Urgence sanitaire. Bon, ça, c'est une autre question, parce qu'il n'y a pas d'état d'urgence sanitaire, des choses comme ça. L'état d'urgence, ça, déjà, la crise à laquelle nous faisons face est transversale. Ça affecte tous les secteurs du pays, donc ce n'est pas une question de l'économie. Bon, voilà. Mais ce que nous voulons dire, c'est que la loi existe et le gouvernement a pris des mesures que j'estime judicieuses. Ce sont des mesures qui peuvent vraiment permettre de protéger la population, même si ces mesures ne sont pas toujours respectées par beaucoup de gens, beaucoup de secteurs de la population. Et on voit comment ça se passe dans les rues, on voit comment cela se passe au niveau des tap-tap, dans les marchés. Et hier encore, il y avait un match de football à Canapé Vert, et puis il y a un tas de gens qui regardaient, qui étaient là comme spectateurs. Oui, donc, nous sommes connus pour être un peuple à la fois indiscipliné et maintenant incrédule. Ouais. Et des incrédules endurcis. Endurcis, absolument. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que c'est la presse qui fait la promotion de ces mesures-là. Et nous sommes, la presse, les médias, les journalistes, nous sommes un partenaire important pour le gouvernement, pour tous ceux qui luttent contre le coronavirus, parce que ça nous concerne tous. Et les journalistes et les médias ont un rôle important à jouer. Donc nous voulons jouer ce rôle. Mais le gouvernement doit comprendre qu'il ne doit pas profiter de cette occasion, de cette crise, pour verser dans la dictature. Je ne dis pas que c'est encore le cas, mais si nous permettons au gouvernement de dire aux journalistes quand ils doivent sortir et quand ils ne doivent pas sortir pour aller faire le travail, donc on ouvre une porte. Alors on ne sait pas où ça va nous amener exactement. Donc ça, c'est pas sérieux, c'est pas
nous ne pouvons pas permettre au gouvernement de se donner ce pouvoir. Le gouvernement n'a pas ce pouvoir, parce que la Constitution est claire, sauf en cas de guerre. Est-ce que nous sommes en guerre? Non. Nous ne sommes pas en guerre, donc le gouvernement nous n'avons pas besoin d'autorisation du gouvernement pour faire notre travail. Imaginez-vous un instant, il y a un incendie quelque part, il y a une catastrophe quelque part. Alors il est 9h du soir, le journaliste va se dire « Oh, j'ai pas l'autorisation du ministère de la Communication, je ne peux pas y aller. » Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on doit pouvoir faire le travail à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Oui, c'est de l'information. C'est de l'information, avant tout. Et ça se fait dans tous les pays. Dans tous les pays. Maintenant, même en cas de crise. Monsieur Delva, bon, donc vous estimez que cette dernière dérive autoritariste est dangereuse et risque de nous mener vers des rives que nous ne souhaitons pas visiter. Bon, concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire en tant que SOS journaliste? Est-ce que vous allez porter plainte? Est-ce que vous allez qu'est-ce que vous pouvez faire d'abord? D'abord, nous demandons au gouvernement de lever cette mesure. C'est-à-dire cette histoire d'exiger que les journalistes exhibe laisser passer pour aller faire son travail. C'est pas normal, c'est pas sérieux, c'est pas acceptable. Donc on doit lever cette mesure parce que c'est contraire à la Constitution et c'est préjudiciable à la liberté de la presse. Donc ça c'est un. Deuxièmement, nous voulons que les agresseurs du journaliste Georges Allen soient punis. D'abord, il y a des mesures administratives à prendre. J'espère que l'inspection générale va prendre ces mesures. Mais on va intenter une action également au niveau pénal pour que les auteurs de ces bastonnades infligées à notre confrère soient punis. Et je vous donne la garantie que nous allons tout faire pour que ça arrive, parce que nous ne pouvons pas accepter que des journalistes soient bastonnés comme ça a été le cas, et que ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Donc si on continue de faire les choses de cette manière-là, je vous donne la garantie, on va plonger le pays dans une dictature et ça ne sera pas tolérable, ça ne sera pas supportable. Et le gouvernement a aujourd'hui la possibilité de rectifier le tir. On peut prendre la mesure aujourd'hui même pour enlever cette contrainte imposée aux journalistes, alors qu'on ne pose pas cette contrainte pour d'autres professions. Par exemple, les médecins qui doivent aller peut-être soigner un malade. Et ça, c'est normal, nous ne contestons pas ça. C'est bien, c'est une bonne mesure. Pour les infirmières, les infirmiers, d'autres personnels de santé, d'autres gens dont le rôle est essentiel, c'est normal. Mais pourquoi exiger aux journalistes un laissez-passer alors que dans le pays, si on prend le total de journalistes qui fonctionnent dans le pays, il n'y a pas 5% de journalistes qui détiennent cette carte. Il n'y a pas 5%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas 5% de journalistes à travers ce pays qui ont reçu ce laissez-passer. Et on n'en a pas besoin non plus. Nous ne sommes pas en train de dire, oh, donnez-nous les laissez-passer. Non, nous ne voulons pas de laissez-passer. Nous n'en avons pas besoin parce qu'on n'a qu'à exhiber notre carte de journaliste. Nous n'avons qu'à nous identifier et ça doit suffire. C'est ça. Et Monsieur Delva, jusqu'au moment où nous parlons, l'inspection générale de la PNH brille par son silence. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore entendu les réactions de l'inspection générale, mais le directeur général de la police nationale, M. Normil Rameau, m'a appelé ce matin et il m'a exprimé, il m'a demandé d'étendre ses regrets à la corporation parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, la manière dont ça s'est déroulé. Et il m'a justement exprimé ses regrets et il m'a dit que les suites nécessaires vont être données, particulièrement au niveau de l'inspection générale, pour que les responsabilités puissent être fixées. Donc, je remercie pour cet appel. Et j'ai reçu également cet après-midi l'appel du ministre de la Communication, de la Culture et de la Communication, M. Pradel Henriques,
Je pense, alors, il m'a dit qu'il doit sortir un communiqué pour adresser ce problème, justement. Donc, nous espérons que le gouvernement, en tout cas, prendra les mesures qui s'imposent pour éviter de donner lieu à ces genres d'agissements de la part de journalistes qui, des fois, sont confus, parce que même avec un laissez-passer, on n'est pas vraiment à l'abri. Voilà bon, à ce qu'il paraît... Et on ne veut pas de laisser-passer. On ne veut pas. Non, mais bien sûr. Mais à ce qu'il paraît, les policiers, au moment où Georges Allen a présenté son laissez-passer, les policiers lui auraient dit... Il ne sait pas lire. Oui, non, mais il a dit... Oui, alors il a dit, bon... Alors, l'expression qu'il a utilisée, il ne savait pas lire. Mais Georges Allen lui a dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas lire, donc vous êtes de la police. Déjà, vous demandez, vous exigez des pièces, vous devez pouvoir les lire. Donc, bon... ça, c'est le témoignage de Georges. Bon, ben finalement, et monsieur Delva, nous terminons... Mais il a été vraiment sévèrement maltraité. Et j'ai assisté à tout ça, non, mais j'ai vu. Ah oui. Et je suis, enfin, à plusieurs reprises, j'ai essayé d'intervenir pour le protéger, pour calmer la situation. Mais excusez-moi, vous étiez dans la voiture? Oui, j'étais là. Avec Georges? Oui, avec Georges. Il m'a appelé. Quand il était en difficulté, il m'a appelé. Et j'étais à Pétionville. Je suis descendu là-bas, à Delma 33, pour voir ce qui se passait. Donc c'est une scène qui a duré. Ah non, mais j'étais là. Et écoutez, il y a un policier qui a pris son arme, ok, il l'a pointé, il l'a mis derrière le cou de Georges. Il a pointé son arme dans sa tête. Il a mis son arme dans sa tête, dans la tête de Georges. Et puis il a dit, il le maltraitait, il avait déjà jeté par terre. Donc voilà, c'est une scène vraiment horrible. Et ben, je leur disais, mais écoutez, c'est un journaliste, c'est pas un criminel, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, il ne voulait pas écouter. Donc après, ils l'ont menotté, ok, ils l'ont emmené au commissariat. Moi, je me suis rendu là-bas aussi, et puis Patrick Moussia qui était arrivé par la suite. Mais le DG, le directeur général de la police, avait déjà passé l'instruction pour que le journaliste soit relâché. Quand il était au courant, il a passé l'instruction pour que le journaliste soit relâché. Donc, bon, c'est très bien. Mais les policiers qui sont coupables, qui se sont rendus coupables de cet acte, doivent répondre devant la justice. Absolument. Et certainement, nous allons porter plainte formellement, peut-être au cours de la journée de demain, mais ce qui est sûr, c'est que cet acte ne restera pas impuni. Voilà. Bon, enfin écoutez, pour terminer et en résumé, on peut dire qu'apparemment les plus hautes autorités de la police prennent cette question très au sérieux et qu'ils ont décidé d'aller jusqu'au bout. Ça ne doit pas être très difficile d'identifier les policiers en question. Ils doivent connaître les effectifs qui se trouvent à tel endroit ou à telle heure. Ça ne doit pas être très compliqué. Bon, par exemple, pour Delma, ce que nous allons faire, c'est que nous allons assigner le commissaire de police, le responsable en chef du commissariat de Delma, ce n'est pas que nous lui reprochons quelque chose de précis, c'est-à-dire qu'il aurait fait de mal aux journalistes, ou bien, c'est pas ce que je dis, mais étant donné que c'est lui le responsable du commissariat, nous ne savons pas qui était, nous ne connaissons pas les policiers qui étaient sur les lieux. Donc c'est à lui de nous dire qui étaient ces policiers, de les identifier et pour que la justice puisse les poursuivre. Une dizaine, m'a-t-on dit. Ah, non, mais à un certain moment, il y avait plus. Il y avait peut-être une vingtaine de policiers dans l'espace. Wow. Mais il y a une dizaine qui, chacun à son tour, ont tabassé. Et c'est vraiment inacceptable. Bon, et le second point que vous avez abordé... Et puis on a dû l'amener à l'hôpital aussi, hier soir. Donc, on l'a soigné, on lui a donné des médicaments également, et puis on l'a ramené chez lui, mais il ne se porte pas bien. Et on doit demain faire une radiographie, c'est ça, pour avoir une idée de ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il a reçu beaucoup de coups, beaucoup de coups, un peu partout. Des coups de pied, des coups de bâton, un peu partout.
Wow. Enfin, le deuxième point que vous avez soulevé et qui est tout à fait fondamental, c'est qu'il faut qu'il soit dit de manière claire et définitive que la carte de journaliste se suffit à elle-même. Il n'y a pas besoin d'autorisation de qui que ce soit. S'il y a s'il y a un article de la Constitution qui soit vraiment très clair et sans ambiguïté, c'est cet article-là, 28-1. Sauf en cas de guerre. Sauf en cas de guerre, et nous ne sommes pas en guerre. Oui, bon, il y a certains gouvernements qui ont déclaré la guerre au coronavirus, mais le coronavirus n'a pas encore... Non. D'accord, bon. Mais écoutez, Monsieur Delva, merci infiniment d'être venu jusqu'à nous, d'abord, et ici, sur le plateau de Metro News, et d'avoir donné la position de SOS journaliste, et surtout de ce que vous comptez faire, afin que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Et j'espère que les responsables n'accepteront pas de passer dans l'histoire comme des gens qui ont violé la liberté de la presse, qui se sont érigés comme des dictateurs. Et je ne veux pas qu'ils veulent porter ça avec eux dans l'histoire. Merci infiniment, merci d'être venu et bonne fin de soirée. Voilà, c'était Monsieur Guilherme C. Delva, secrétaire général de SOS Journaliste, qui nous parlait, qui nous donnait des précisions en tant que témoin oculaire, tout au moins en partie, de ce qui est arrivé à notre confrère Georges Allen. Et nous en profitons bien sûr pour présenter toutes nos sympathies à Georges et dire que nous pensons très fort à lui. L'offensive contre le gang du Village de Dieu a vraisemblablement été différée. Après l'expiration de l'ultimatum, le ministre de la Justice, Luc Mandeville, n'a pas fait état de l'imminence d'une action des forces de l'ordre. Quelques heures avant l'expiration du délai de 72 heures, au moins 4 blindés légers ont été retirés du bicentenaire. Les unités spécialisées ont été déployées, de préférence au centre-ville de Port-au-Prince, où des policiers contestataires avaient lancé des attaques contre le ministère des Finances et contre l'ONA. Le mouvement violent des policiers du groupe Fantôme 509 aura provoqué un changement de planning des autorités policières. Des témoins rapportent que les membres du gang du Village de Dieu avaient un comportement empreint de sérénité quelques heures avant l'expiration du délai. L'enquête de la police judiciaire devra préciser si le mouvement des policiers du groupe Fantôme 509 avait coïncidé fortuitement avec le déploiement des unités spécialisées contre les membres du gang de Village de Dieu. Le porte-parole de la police, Michel-Ange Louis-Jeune, s'est dit surpris par la violence des policiers, d'autant que les principales revendications formulées en début d'année avaient été acceptées par les autorités gouvernementales. Beaucoup de migrants haïtiens sont de retour au pays. Certains sont déportés depuis les États-Unis d'Amérique, tandis que d'autres choisissent, plus ou moins volontairement, de traverser la frontière dominicaine. Si dans le cas des déportés des États-Unis, les choses se passent à peu près bien, leur accueil se passe à peu près bien, pour ceux qui traversent la frontière dominicaine, les choses sont beaucoup plus catastrophiques. Pour en parler, nous avons avec nous ce soir Madame Fedora Pierre-Louis, directrice d'engagement public à World Vision International, section Haïti. Bonsoir, Madame Pierre-Louis. Bonsoir, merci de me recevoir. Voilà. Bon, apparemment, la situation à la frontière est assez catastrophique, pour ne pas dire dramatique. Est-ce que vous pouvez, en 2 mots, résumer la situation pour nous? Certainement. Donc, la crise du Covid-19 force le retour de milliers de migrants haïtiens qui vivaient en République dominicaine. Parce que là, maintenant, les mesures de confinement imposées actuellement par le gouvernement dominicain les empêchent de gagner leur vie. Donc, de plus, de par leur statut de migrant, pour la plupart, et ils sont sans papier, ils n'auraient pas pu accéder aux services de santé et de protection sociale, ni pour eux, ni pour leurs enfants. De ce fait, plusieurs Haïtiens retournent volontairement à leur pays
Et par exemple, l'OIM fait état d'environ plus de 17 000 passages de frontières. Et entre eux, on compte près de 13 000 retours volontaires. Sans compter les expulsions et les déplacements quotidiens pour acheter et vendre des marchandises. Donc, il y a une augmentation énorme de retours volontaires en Haïti. Et ce que nous cherchons vraiment, c'est l'inclusion de cette population dans le plan de réponse nationale au niveau du pays. Voilà, et j'imagine que votre souci premier, c'est la manière dont ces migrants sont accueillis une fois qu'ils ont traversé la frontière. Est-ce qu'il y a des structures qui ont été prévues? Est-ce qu'ils sont accueillis? Est-ce qu'ils sont soignés? Ou au moins est-ce qu'ils sont testés pour savoir s'ils ne sont pas porteurs du virus? Et qu'est-ce qui est prévu pour eux après coup? Bien entendu, dans certains points de retour, il y a des mesures qui sont mises en place. Cependant, les mesures de dépistage et d'hygiène, et pour ces retours volontaires dans les points de la frontière dont on parle, elles doivent être priorisées, elles doivent être renforcées. Il y a aussi l'importance d'utiliser cette surveillance épidémiologique dont vous parlez dans les points frontaliers, mais pas seulement les points que nous connaissons, parce que vous savez que beaucoup d'Haïtiens aussi cassent par les points irréguliers de passage frontalier. Absolument, oui. Donc, il faut aussi considérer ces points-là. Il faut aussi faire en sorte que les campagnes de sensibilisation continuent sur les points d'entrée. Ça, c'est pas quelque chose qui se fait de manière régulière. Et donc, l'appel à l'action, c'est aussi pour renforcer cette initiative et s'assurer que ça se passe de manière régulière, s'assurer que les Haïtiens qui reviennent ou bien les Haïtiens qui se trouvent dans ces points frontaliers peuvent recevoir des informations appropriées pour vraiment renforcer leur comportement et les mesures préventives à adopter afin de réduire la propagation de la maladie. Oui, mais... Bien entendu, il nous faut aussi une cartographie alors, il faut qu'ils soient au courant de des centres de santé et tout, où est-ce qu'ils peuvent se traiter s'ils présentent des symptômes. Oui, mais vous savez comme moi, Madame Pierre-Louis, que même ici en Haïti, à Port-au-Prince et ailleurs, ces conseils qui sont donnés et répétés ne sont pas toujours bien accueillis, qu'il y a encore une certaine dose d'incrédulité au sein de la population haïtienne. Et à la frontière, ça va être encore plus difficile, j'imagine. Vous avez fait un certain nombre de recommandations au gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement quelles sont les 2 ou 3 que vous considérez comme les plus importantes? Prioritairement avec l'ICDH et la World Vision souhaitait formuler ces 2 recommandations clés. La première, c'est que toutes les initiatives de manière nationale, les initiatives à niveau national en matière de soins de santé dans le cadre de la réponse au Covid-19 doivent prendre en compte le nombre de migrants et de retournés afin d'assurer leur droit à la santé. Ensuite, de par notre mission chez World Vision, il nous faut nécessairement considérer le cas des enfants qui reviennent sans supervision, les enfants non accompagnés qui sont aussi répertoriés dans les passages journaliers. Donc il faut absolument que le gouvernement, que l'IBER aussi prenne ces recommandations en compte pour pouvoir pas seulement recevoir les enfants, mais pour assurer la continuité et selon les normes des droits et du respect des droits de l'homme. Et évidemment, quand on pense à ce qui s'était passé à Tabar avec le bus en provenance de République dominicaine et la manière dont la population avait réagi, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Ces migrants venant de Dominicanie ont toutes les chances d'être accueillis comme des menaces potentielles. Certainement, et c'est pour cela que nous voulons pas seulement passer le message de renforcer les messages clés, les messages qui serviront d'explication aux communautés, mais il faut absolument que les leaders de la communauté, que les leaders religieux aussi participent dans ce changement de mentalité et dans cette compréhension totale du virus, pour qu'ils comprennent comment stopper et comment ralentir la propagation de ce virus dans les zones frontalières. Oui, d'autant plus que tout le monde dit et répète
que le pic n'est pas encore atteint chez nous. Bon, Madame Pierre-Louis, merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps et de mettre un coup de projecteur sur ce qui se passe aujourd'hui à la frontière haïtiano-dominicaine. Et souhaitons que les recommandations que vous avez faites soient suivies des faits et que cette population soit accueillie comme elle le mérite. Merci et bonne fin de soirée. Merci à vous, restons prudents et vigilants et suivons l'évolution du Covid-19. Absolument. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, c'était Madame Fedora Pierre-Louis, directrice d'engagement public à World Vision International, section Haïti. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.